Mesdames et messieurs, bonsoir, il est 21h30, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Monsieur Ahmed Salem El-Bouhabbaini, bâtonnier de l'Ordre national des avocats, se retire de la course à l'élection présidentielle prochaine. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest a recommandé à l'État mauritanien la mise en œuvre d'un processus de dialogue inclusif. Dans le cadre d'une tournée régionale en Afrique de l'Ouest, le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, est attendu demain lundi à Nouakchott. Bonsoir et bienvenue. Monsieur Ahmed Salem El-Bouhabbaini, bâtonnier de l'Ordre national des avocats, se retire de la course à l'élection présidentielle prévue le 21 juin en Mauritanie. Selon une source proche du candidat, la décision a été prise à la suite d'une requête faite par le Forum national pour la démocratie et l'unité FNDU. Rappelons que la candidature de monsieur Bouhabbaini et celle de 5 autres candidats ont été validées par le Conseil constitutionnel jeudi dernier. Merci. De me retirer de la course présidentielle en tant que candidat aux prochaines élections. Ce retrait se justifie par plusieurs raisons. D'abord, les conditions de transparence qui ne me paraissent pas suffisamment garanties. Ensuite, j'ai eu des entretiens avec le Forum pour l'unité et la démocratie à travers son président qui m'ont renforcé dans l'idée de soutenir ce mouvement en faveur de la démocratie. Ce mouvement qui consiste au boycott des élections présidentielles justement pour cette absence de raison de transparence. Je saisis l'occasion pour remercier tous ceux qui ont soutenu ce mouvement et je saisis l'occasion également pour remercier la presse pour l'accompagnement qui a été indéfectible et qui a été à la hauteur d'une presse indépendante et courageuse. Le rejet de ma candidature à l'élection présidentielle par le Conseil constitutionnel a été réalisé au mépris de la loi et relève plutôt de la volonté de m'exclure pour des raisons particulières. C'est ce qu'a déclaré M. Alwaoud Bouhamatou dans un entretien avec la presse rendu public ce matin. Les raisons invoquées par le Conseil constitutionnel pour m'exclure de la course à la présidentielle pour le seul motif que je n'ai pas réuni le nombre requis de signatures est contraire au texte en vigueur, a ajouté M. Alwa. La loi prévoyait la recevabilité d'un dossier incomplet accordant un délai de 7 jours pour le recueil des signatures manquantes. Dans mon cas, a conclu le jeune Bouhamatou, la mesure qui a frappé ma candidature est anticonstitutionnelle dans la mesure où mon dossier remplissait toutes les conditions exigées à part le manque de quelques signatures que je pouvais réunir facilement avant l'expiration des délais prévus par la loi. Les Nations Unies qui avaient suivi de loin les séries de négociations engagées ces dernières semaines entre la majorité présidentielle et le Forum national pour la démocratie et l'unité semblent s'intéresser de plus en plus au dossier du dialogue politique. Pour preuve, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest a recommandé hier à l'État mauritanien la mise en œuvre d'un processus de dialogue inclusif dans les préparatifs de l'élection présidentielle prévue le 21 juin prochain. Un compte rendu de Sid Ahmed Beilatou. Monsieur Saïd Djinnit, qui s'exprimait vendredi dernier à Dakar, lors de la 26e réunion périodique de concertation entre les chefs de mission des Nations Unies pour la sous-région, a lancé un appel à tous les partis de l'opposition et au gouvernement mauritanien à revenir vers un dialogue inclusif pour la bonne tenue de la présidentielle de juin prochain. Nous lançons, a dit M. Djinnit, un appel pour que les acquis démocratiques en Mauritanie ne soient pas mis en cause, car il est important de préserver ces acquis pour la stabilité politique du pays et de la sous-région. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, M. Djinnit, et le secrétaire général adjoint aux affaires politiques de l'ONU, M. Jeffrey Feltman, avaient rencontré il y a 2 semaines à Nouakchott le président Mohamed Abdelaziz, qui les avait rassurés sur la situation politique du pays. Les 2 grands fonctionnaires onusiens avaient déclaré, suite à cette entrevue, qu'ils se félicitent du climat dans lequel s'est déroulé le dialogue entre le pouvoir et l'opposition. M. Djinnit avait rappelé à l'époque que les Nations Unies ont soutenu le processus de dialogue
et encourager tous les partis à prendre part à cette initiative. De l'avis de M. Djenit, le processus inclusif est un élément important pour la stabilité et l'apprentissage de la démocratie. La déclaration du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest intervient dans le sillage du boycott de la présidentielle de juin par la coalition du Forum national pour la démocratie et l'unité, qui a été rejoint par la suite par l'Alliance populaire progressiste APP de l'ancien président de l'Assemblée nationale, M. Messoud Belkher. Célibabi, la capitale du Guidjimaka, accueillera le 18 mai courant le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, en visite officielle dans cette wilaya. Apprend-on de sources officielles, dans la capitale du Guidjimaka, le chef de l'État présidera les cérémonies de lancement de projets de développement et d'inauguration de certaines infrastructures de base. Cette visite interviendra 2 semaines seulement avant l'ouverture de la campagne électorale de la présidentielle de juin prochain. Jean-Yves Le Drian, le ministre français de la Défense, est attendu demain à Nouakchott dans le cadre d'une tournée régionale en Afrique de l'Ouest. C'est du moins ce qui ressort d'un communiqué du service de presse et de communication de l'ambassade de France en Mauritanie. À Nouakchott, le ministre français de la Défense aura des entretiens avec son homologue mauritanien et sera reçu par le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz. M. Jean-Yves Le Drian évoquera avec les autorités mauritaniennes la coopération militaire française dans la sous-région et aura une réunion de travail avec la communauté française de Mauritanie lors d'un cocktail prévu à la résidence de l'ambassadeur de France à Nouakchott. Le secrétaire général de l'Initiative pour le développement en Afrique, actuellement visite dans le pays, a déclaré que la Mauritanie a réalisé ces dernières années des progrès tangibles dans le domaine économique et social. Les organisations internationales en sont témoins. Il a ajouté que son institution travaille avec la partie mauritanienne sur des recommandations relatives au développement et au secteur énergétique, soucieuse d'obtenir des résultats probants en la matière. La télévision de Mauritanie est parvenue à un accord avec Bein Sport et qui lui permet de retransmettre sur les ondes hertziennes sous tous les matchs du mondial Brésil 2014. Selon les médias, l'accord entre les deux parties est l'aboutissement de négociations directes en contrepartie. La chaîne publique mauritanienne devra débourser à la chaîne qatari une enveloppe de 140 millions d'ouguiyas sur le compte du Trésor public. Réunion hier dans les locaux de la faculté des sciences juridiques et économiques de Nouakchott du premier congrès du syndicat unifié de l'enseignement sous le thème Ensemble pour servir l'enseignement supérieur et scientifique. Objectif de ce congrès, mettre en place les instances du syndicat, approuver sa plateforme revendicative et définir son plan d'action. Dans un mot prononcé à cette occasion, le président de ce syndicat, M. Mohamed Ould Hamdinou, a indiqué que grâce aux efforts conjugués de ses adhérents, le syndicat a obtenu entre autres l'augmentation des pensions des enseignants retraités, la prime de transport et l'indemnité de soutien pédagogique. Le président du syndicat unifié de l'enseignement a souligné par ailleurs que sa centrale syndicale continuera à privilégier la voie du dialogue et de la modération et à redoubler d'efforts pour unifier davantage d'actions syndicales et parvenir à la satisfaction de l'ensemble des doléances des enseignants du supérieur. Organisation aujourd'hui d'un atelier de validation de la 3e communication nationale sur le changement climatique et le lancement de la mise à jour périodique. Reportage Fofalaïssa. Sous la houlette du ministère de l'Environnement et du Développement durable et à travers une de ses annexes pilotes, qui est la cellule de coordination du programme national sur le changement climatique, un atelier de restitution s'est tenu aujourd'hui à Nouakchott et qui a trait à l'opération délicate et tout à la fois importante du fastidieux inventaire national des gaz à effet de serre. De quoi s'agit-il? Comme son nom l'indique, c'est ni plus ni moins une énumération exhaustive par source des émissions ou productions par an des gaz à effet de serre provenant directement des activités humaines ici en Mauritanie. En plus des ménages que nous sommes, cette énumération touche grosso modo 6 secteurs que sont l'énergie, les industries et leurs procédés de production, les solvants et autres produits, les intrants et résidus agricoles, la gestion des espaces verts et la sphère forestière. Et bien évidemment les déchets ménagers, comme je le précisais tantôt. C'est dans le but donc de quantifier ou tout au moins de cerner plus ou moins le potentiel de nuisance de ces gaz ambiants afin de pouvoir stabiliser les concentrations,
leur concentration dans notre atmosphère, à défaut de pouvoir les dissiper et empêcher donc la dangereuse perturbation de notre système climatique en péril. Inventorier, diagnostiquer, évaluer l'ampleur et prendre les mesures idoines qui s'imposent, voilà la quadrature du cercle. Le coordonnateur de ce vaste programme nous le confirme. Il reflète une photo pour un instant T de la situation du changement climatique en Mauritanie. Les émissions de gaz à effet de serre, les sources d'émissions, la qualité des émissions, la quantité des émissions. Il reflète aussi l'ensemble des mesures prises par les pouvoirs publics pour pouvoir atténuer ces émissions de gaz, notamment toute la politique en matière d'énergie propre, que ce soit énergie solaire ou énergie éolienne ou énergie hydrique. Il reflète aussi l'état de vulnérabilité du pays, de fond en comble, et la vulnérabilité de ces écosystèmes, et propose un ensemble de mesures d'adaptation pour pouvoir faire face au défi du changement climatique, qui est aujourd'hui un défi vécu. C'est un défi mondial, c'est un défi majeur pour l'humanité. Pas besoin donc de préciser que la préoccupation du péril que constitue le gaz à effet de serre sur notre environnement est mondiale. C'est tout logiquement que les Nations Unies qui accompagnent la Mauritanie dans ce programme ont assisté à cet atelier. C'est donc tout droit venu de Nairobi au Kenya que son haut fonctionnaire à la matière auprès du PNUE nous en parle. Très important parce que d'ailleurs, comme il l'a dit tout à l'heure pendant l'atelier, que la Mauritanie est le premier pays africain à produire sa troisième communication nationale. Donc ça, c'est un aspect très positif dans ce sens. Fort heureusement, certains s'intéressent aussi à la question pour venir en appoint à l'État dans cette lourde tâche, à l'image du président de l'OMDD. Signalons pour clore ce dossier que la Mauritanie est le premier pays à énergie renouvelable dans toute la sous-région et qui reste en friche, c'est-à-dire non exploité. C'est un pays qui est concerné par le changement climatique, bien qu'elle n'est pas parmi les pays émetteurs, mais elle est concernée par le changement climatique, surtout au côté littoral. Donc c'est très intéressant, et puis je suis très content que la Mauritanie, si ce n'est pas le premier pays à mettre ce document, c'est quand même parmi les premiers. Et je pense que c'est quelque chose qu'on se félicite pour ça, et nous espérons qu'il y aura un très bon résultat. L'inventaire, un support inestimable dans la gestion d'une bonne qualité de vie, d'utilisation des terres et aussi de l'utilisation rationnelle de l'énergie. Faudrait-il encore que la vérification des données d'activité, de la vérification d'exactitude des calculs soit tout aussi crédible. Le syndicat des éditeurs de la presse mauritanienne a commémoré la Journée internationale de la liberté de la presse le jeudi dernier sous le thème « Liberté de la presse en Mauritanie et le droit de la communication ». C'était autour d'un dîner-débat auquel ont pris part une délégation du ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement, conduite par son secrétaire général, des personnalités politiques, des militants de droits de l'homme et des journalistes, mais aussi du directeur général de la Matel et les responsables de la communication des ambassades d'Algérie et de la France. Après le mot d'ouverture du président du syndicat, M. Moulay Najm Moulay Zine, c'est au tour du secrétaire général du ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement de prendre la parole pour se féliciter de cette journée commémorative de la liberté de la presse, mais aussi du rôle de la presse mauritanienne qui a connu de réels progrès grâce au climat de liberté qui sévit en Mauritanie. Le bois est très utilisé pour la confection de baraques, de portes, de fenêtres, des petites cages pour animaux. Tous ces produits sont acquis au marché du bois du 6e arrondissement. Les marchands se plaignent des loyers trop chers, des places non aménagées, qu'ils occupent du désintérêt des pouvoirs publics à leur égard, et ce d'autant plus qu'ils emploient de jeunes diplômés chômeurs. Un reportage de Mohamed Yahya Boul Abdelwadoud. Le marché du bois de la Moqata'a d'Elmina, où les pauvres s'emploient à recycler le bois usagé pour l'adapter à leurs besoins, afin de revendre le produit final. Outre la tôle ondulée, ils vendent des baraques où s'abritent les habitants des quartiers précaires pour se protéger des intempéries, des cages d'oiseaux, des personnages représentant une famille classique et une autre moderne, des caissons pour recouvrir les bonbonnes de gaz, des portes, des fenêtres.
Ces palettes proviennent d'Espagne. Elles servaient pour le colisage des légumes. Nous les utilisons pour en faire des baraques ou des tables. Elles n'ont jamais été utilisées. Nous sommes les premiers à les utiliser. Les marges de bénéfices sont très étroites. Le plus souvent, nous rongeons notre frein dans l'attente d'un client qui se fait prier. Les marchands œuvrant dans la filière de bois usagé l'obtiennent de différentes façons, notamment les palettes servant à la manutention des marchandises importées du port et qui, il n'y a pas si longtemps, étaient acquises à vil prix. Le bois venu du port nous était vendu avant à un prix abordable. Aujourd'hui, tout est cher, ce qui réduit nos marges. Nous demandons donc aux autorités une intervention rapide pour venir en aide aux diplômés qui travaillent avec nous. Le problème ne se situe pas seulement au niveau des prix du bois. Il y a d'autres charges fixes, telles que le loyer et l'inadaptation des places occupées au vu de la nature de leurs activités. Le loyer est si cher, vous savez, que nous avons du mal à faire des bénéfices. Nous louons des terrains nus, dépourvus de murs, de chambres. C'est de l'exploitation pure. Des familles entières vivent tant bien que mal des revenus de ce commerce. Des chômeurs se sont orientés vers cette activité pour sortir du calvaire de l'improductivité. Les populations pauvres, elles, y trouvent leur compte. Ce qui devait conduire les services municipaux à organiser cette filière et lui accorder des avantages, notamment au niveau de la fiscalité. Actualité internationale à présent, l'armée du Soudan du Sud et les forces rebelles se sont mutuellement accusées dimanche d'avoir violé le cessez-le-feu quelques heures après son entrée en vigueur. L'armée du Soudan du Sud et les forces rebelles se sont mutuellement accusées dimanche d'avoir violé le cessez-le-feu quelques heures après son entrée en vigueur. Un porte-parole des Nations Unies a confirmé que des combats avaient éclaté dimanche matin autour de Bentiu, capitale de l'État de l'Unité où sont concentrés une grande part des puits de pétrole du pays. Les tirs, en provenance des deux camps, ont d'abord été intenses, puis se sont espacés, a dit le porte-parole. Le combat au Soudan du Sud était censé prendre fin 24 heures après la signature, vendredi, d'un cessez-le-feu entre le président Salva Kiir et son rival, l'ancien vice-président Riek Machar. Une précédente trêve conclue en janvier n'a été appliquée. Le porte-parole de l'armée sud-soudanaise, Philippe Aguerre, a déclaré à Reuters que ses forces avaient été attaquées en 2 points situés dans l'état d'unité. Ils ont attaqué 6 heures seulement après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, a-t-il dit, ajoutant que l'armée avait repoussé les 2 assauts, dont l'un près de Bentiu. Un porte-parole des rebelles, Lul Ruai Kwang, a accusé l'armée d'avoir lancé des attaques dans les états d'unité et du Nil supérieur, une autre région pétrolière. Soit Salva Kiir n'est pas sincère, soit il ne contrôle pas ses forces, a ajouté le porte-parole. Un référendum d'autodétermination s'est tenu dans l'est de l'Ukraine dimanche dans un contexte de tensions croissantes qui fait craindre un démembrement du pays et une nouvelle détérioration des relations entre Moscou et les Occidentaux. Le chef de la République populaire autoproclamée Denis Pouchkine a annoncé que l'armée ukrainienne serait considérée comme une force occupante dès la proclamation des résultats de la consultation. Il a préconisé la mise en place d'organes étatiques dans l'est de l'Ukraine. Des heures ont été signalées autour d'un bâtiment de la télévision dans les environs de Slaviansk, plateforme des rebelles, juste avant l'arrivée des premiers électeurs qui ont dû contourner maintes barricades pour arriver au bureau de vote. Les électeurs des oblasts de Donetsk et Louhansk devaient répondre à la question inscrite en ukrainien et en russe sur les bulletins de vote. Soutenez-vous la proclamation d'autodétermination de la République populaire de Donetsk? Le scrutin a été qualifié de farce criminelle par le ministre de l'Intérieur à Kiev, évoquant des bulletins de vote tachés de sang. Un responsable du ministère a déclaré que les 2/3 des habitants du territoire avaient refusé de voter. Pour les autorités de Kiev, ce scrutin organisé, semble-t-il, dans une grande improvisation dans une 50aine de lieux est illégal. L'appel à le reporter lancé mercredi par le président russe Vladimir Poutine n'a pas été suivi d'effet. Les bulletins de vote ont été imprimés sans respecter les règles de sécurité en la matière. Après Tunis, le Cap Dakar, c'est au tour de Nouakchott de se mettre en scène sur Happy, le tube de Pharrell Williams, et de proposer sa vidéo We Are Happy From, inspirée par l'incontournable tube Happy du chanteur américain Pharrell Williams.
C'est sur cette belle note musicale que nous refermons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste avant de le quitter, le rappel des titres. Monsieur Ahmed Salim Bouhabouin, bâtonnier de l'Ordre national des avocats, se retire de la course à l'élection présidentielle prochaine. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest a recommandé à l'État mauritanien la mise en œuvre d'un processus de dialogue inclusif. Dans le cadre d'une tournée régionale en Afrique de l'Ouest, le ministre français de la Défense Jean-Yves Le Drian est attendu demain, lundi, à Nouakchott. Merci, restez au programme de l'Ouadania.